Eh ben, on n'en sait rien, justement. C'est bien pour ça aussi qu'il fallait et qu'il faut du courage pour aller voir un thérapeute ericksonien, c'est qu'il va pas t'enfermer dans un protocole et ni même une vision déjà préétablie de ce qui va se passer. Ce qui va se passer, on pourrait dire déjà, c'est une rencontre pour aussi évaluer les ressources par rapport à ta demande. Est-ce que c'est possible d'accéder à ta demande, à ton objectif ou en tout cas à ton désir de changement? Et un thérapeute, un hypnothérapeute ericksonien, il va te rencontrer pour aussi ressentir beaucoup corporellement si c'est possible ce que tu veux ou si malheureusement ça va pas être possible, comme on dit. Et donc déjà la question de prendre ou non ce qu'on peut appeler un mandat ou une demande. Moi j'aime bien le mot de mandat, c'est-à-dire ouais, je prends ta demande, tu peux y arriver, ou alors non, c'est malheureusement pas possible. Et comme disait Roustan aussi, donc est-ce que le saut est possible ou il faut renforcer les berges pour stabiliser ta vie? Et à ce moment-là, donc il y a des thérapeutes ericksoniens qui vont s'occuper de t'aider à renforcer les berges, c'est-à-dire ta stabilité, ton équilibre de base, qui va être une condition indispensable pour pouvoir ensuite changer. Est-ce que ça va être possible tout de suite de changer ou est-ce qu'il faut renforcer ton équilibre de base, ton état 1, on pourrait dire? Donc pour ça, il y a une évaluation et donc un hypnothérapeute ericksonien, il va te poser des questions pour savoir ce que tu veux, mais aussi ce que tu sais faire dans ta vie, ce qui va bien dans ta vie, pour savoir si c'est possible de changer tout de suite ou s'il faut d'abord renforcer ton équilibre de base. Enfin, en tout cas, pour moi, un hypnothérapeute ericksonien, il s'occupe d'évaluer ça. Et un thérapeute qui ne l'évalue pas, je dirais, il est potentiellement dangereux et il ne faut pas trop retourner le voir, à mon avis. Parce qu'un thérapeute, il est protecteur. Moi, je dis souvent, vous changerez dans la sécurité. On change bien dans la sécurité. Il y a bien sûr une prise de risque, mais il y a une sécurisation aussi à prendre en compte. Donc des personnes qui sont dissociées, qui sont sur des objectifs irréalistes, on pourrait dire immatures. Donc le thérapeute va évaluer ça pour aussi penser la question de l'indication de l'hypnose. Il y a des cas où il ne faut pas faire d'hypnose, il y a des cas où Erickson ne faisait pas d'hypnose, ou alors éventuellement une hypnose de réassociation, justement, pas une hypnose dissociative, parce qu'il ne faut surtout pas dissocier quelqu'un qui est déjà trop, ou qui est immature aussi. Il faut lui parler, il faut lui donner de l'info, donc lui expliquer même des choses de la vie, ou de la physiologie, ou de la santé. Et puis à partir de là, bien sûr, si le thérapeute y prend la demande, eh bien, il va te demander ce que tu sais bien faire pour pouvoir t'aider à mieux utiliser ce que tu sais bien faire. Parce que la thérapie ericksonienne, c'est avant tout savoir mieux utiliser ce qu'on sait déjà faire. Donc évaluer et évaluer aussi en termes de ressenti ce que tu sais bien faire pour t'encourager à mettre en œuvre ce que tu sais déjà bien faire et éventuellement en complétant ce que tu sais bien faire. C'est ce qui va faire un thérapeute ericksonien, pour moi, à mon avis, dans un premier temps. Non, elle n'est pas secondaire. Erickson était très pragmatique au sens américain du terme, au sens de William James, c'est-à-dire que combien de temps va durer une séance, combien de temps va durer une thérapie. Bon, le temps fait partie du réel. Donc déjà, la durée de la thérapie, sans être pressé, mais pour Erickson, pour des questions économiques aussi, puis des questions de préférence personnelle, je pense, le but était qu'une thérapie, tout en étant réaliste bien sûr, dure le moins longtemps possible. Aussi parce que le thérapeute, on ne sait jamais ce qui peut lui arriver, et donc il vaut mieux aller vite
c'est plus sûr, quand c'est possible. Donc la question de la durée est très importante et c'est aussi, on pourrait dire, une thérapie. Potentiellement, la séance sera unique et il y a beaucoup de travaux des Ericksoniens sur les thérapies à séance unique. Bien sûr, ne rêvons pas, c'est pas toujours faisable parce que c'est pas toujours possible et aussi en termes de compétences du thérapeute, et puis en termes de compétences, de possibilités de faire des séances longues. Erickson faisait des séances de 2 heures, beaucoup, et en France, une séance de 2 heures, pour des raisons économiques aussi, voire d'organisation, c'est pas toujours possible et c'est pas non plus toujours nécessaire. Mais quand même, l'idée de la thérapie ericksonienne, c'est de ne pas réfléchir sur ce qu'on fera la prochaine fois quand on est avec le patient. C'est pas sûr qu'on va le revoir, le patient. Donc, c'est de jouer, et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'aspect jeu. C'est de jouer l'idée que ça va être aujourd'hui que va se faire le traitement. Bon, après, bien sûr, on peut très vite arriver sur l'idée qu'il va falloir revoir le patient et qu'il va falloir même plusieurs séances et peut-être même des fois beaucoup d'autres séances. Il faut être réaliste. Il y a des gens, il leur manque beaucoup de choses pour leurs besoins et leur santé. Et donc ça va être une thérapie même longue, brève mais longue. Mais voilà. D'abord, c'est ça que moi je trouve tellement important, c'est qu'il va se passer des choses aujourd'hui, et peut-être même cette rencontre où on va faire peut-être pas d'hypnose au sens en tout cas formel, et où on va même dire aux patients qu'on ne fait pas d'hypnose, mais il peut y avoir quelque chose qui change la vie, même sans hypnose dite et encore moins formelle. Et c'est même un challenge, parce qu'il y a des patients qui ont des psychopathologies compliquées, qui fait que déjà rencontrer le patient, c'est déjà un but en soi, et un but qui peut prendre du temps. Et Erickson disait, travailler pour vous faire accepter par le patient, pour qu'il puisse vous ouvrir sa porte, et déjà, pour beaucoup de patients qui ont des pathologies lourdes, c'est déjà un challenge qui est une rencontre. Qui se produise d'une rencontre qui fait que le patient puisse se dire en sortant, mais il n'est pas comme les autres, celui-là, il n'est pas comme ceux que j'ai vus, il s'est passé quelque chose aujourd'hui, il y a une rencontre humaine entre deux humains, c'est essentiel. À mon avis, la question de la rencontre, la thématique de la rencontre est une dimension essentielle en fait, même si Erickson n'en parlait pas comme ça dans ses écrits et dans ce qu'il disait, mais je crois qu'aujourd'hui, à notre époque, qu'il y ait une rencontre, c'est essentiel dans l'approche ericksonienne, et peut-être même le reste, c'est secondaire. La rencontre, c'est ce qu'il cherchait Erickson. Je pense que c'est ce qu'il aimait aussi, rencontrer les gens. Et beaucoup d'autres, c'est ce qu'ils aiment aussi, beaucoup d'autres thérapeutes ericksoniens, c'est même prendre ce temps de rencontrer le patient. Et on pourrait presque dire, il se passera ce qui se passera de thérapeutique, on verra. Mais prendre ce temps de la rencontre qui est tellement hors de la conscience de beaucoup de médecins et de soignants de nos jours, où c'est presque politiquement incorrect de parler de rencontre. On n'est pas là pour ça, on est là pour travailler, pour être productif. Mais justement, je crois que dans l'approche ericksonienne, c'est cette sorte de détachement vis-à-vis de la productivité qui, même techniquement, est essentielle. C'est dans la rencontre, c'est peut-être ça l'hypnose, c'est la rencontre finalement. Quelque part, hypnotiser quelqu'un ou faire de l'hypnose, c'est se rencontrer. Et c'est ce rapport hypnotique qu'on connaissait et que les magnétiseurs connaissaient au 19e siècle, et qu'au 20e, l'hypnose du 20e siècle a un peu perdu de vue, et qu'on retrouve maintenant
si on est dans cette perspective ericksonienne. Mmh. Il y en a pas tant que ça, et en même temps, il y en a beaucoup si on établit une signification large sur ce champ. Je pense qu'il y a la phénoménologie, finalement, ericksonienne. Alors, il n'y a pas d'auteur qui en parle explicitement, donc pour l'instant, les meilleurs livres sur l'hypnose sont encore à écrire, à mon avis. Il reste à écrire, parce que, bien sûr, les cas d'Erickson, les gens qui ont raconté les cas d'Erickson, comme Sidney Rosen avec Ma voix t'accompagnera, c'est un livre absolument central, à mon avis, pour percevoir ce que c'est que l'approche ericksonienne du soin et de la thérapie. C'est essentiel, parce qu'il nous fait vivre, il nous fait être stagiaire d'Erickson. Tout comme, bien sûr, le travail d'Ernest Rossi avec les articles, et puis, bien sûr, les cas racontés par Jay Haley dans Un thérapeute hors du commun sont des livres qui restent centraux, même s'ils ont pris pour Un thérapeute hors du commun, il a pris un peu de la désuétude aussi, en tout cas, dans beaucoup dans cette façon de parler d'Erickson, c'est très désuet aussi. Et puis, la question des cycles de vie... je pense que les cycles de vie, ça reste très actuel, mais les cycles de vie à notre époque ne sont pas les mêmes qu'en 73. Les gens ne vivent pas pareil, et il y a beaucoup de choses qui se sont élargies au niveau des manières de vivre, les pluralités de façons de vivre. Donc les cycles de vie, c'est beaucoup plus difficile à utiliser de nos jours. Mais bon, ça reste des livres fondamentaux, ces livres-là. Il y a des gens qui ont bien parlé aussi de l'approche ericksonienne. Alors, après, tout dépend si on lit l'anglais ou si on comprend que la langue française. Si on comprend que la langue française, il y a des livres comme celui de Dominique Méglet sur Erickson, l'hypnose et la psychothérapie, ou des fois c'est peut-être l'hypnose, Erickson et la psychothérapie, je me rappelle jamais très bien, qui reste des livres très importants, ou le livre sur les thérapies brèves de Dominique Méglet. Bien sûr, évidemment, Antoine, il y a tes livres qui sont très importants et très utiles pour la pédagogie et pour la compréhension. Et puis, il faut fouiner, il faut fureter. Il y a des vieux livres qui peuvent être utiles de relire, y compris des livres des magnétiseurs. Et puis, bon, il y a les livres traduits des Américains, y compris récemment les livres de Guy Ligan sur le voyage de conscience. Il y a beaucoup de livres, mais c'est personnel. Donc, il faut fouiner, fureter. Il y a le film sur Erickson qui, à mon avis, reste aussi une référence essentielle sur Le magicien du désert, donc le film de Roxana Erickson sur son père. Donc oui, il y a de plus en plus de livres, et tant mieux. Et puis c'est difficile c'est en essayant de les lire, en les feuilletant autant que possible, et des fois pour les feuilleter, il faut les acheter, qu'on va trouver les livres qui correspondent à nos propres besoins personnels. Donc il y a plein de livres maintenant, et puis finalement il y en a pas tant que ça. Il faut pas trop lire non plus. Il faut trouver le livre qui va nous parler et qui va nous nourrir. Donc ça, c'est très personnel pour chaque thérapeute. Je dirais finalement non. Enfin, il y a des livres qui ont fait basculer ma vie, mais qui ne sont pas forcément des livres sur Erickson ou d'Erickson. J'en parlerai peut-être, mais bon, bien sûr, Un thérapeute hors du commun, c'est une révélation, mais parce qu'il y a des rencontres avec des formateurs qui ont été des révélations. Ce sont des rencontres qui ont fait basculer les choses pour moi, et pas des livres. Les livres ont confirmé les rencontres. Ma formation avec Jacques-Antoine Malarivitz, puis ensuite d'autres,
a été confirmée par la lecture d'un thérapeute hors du commun. Ma voix t'accompagnera, ça a été une expérience, la lecture de ce livre, une expérience hypnotique de transe profonde finalement, où j'ai encore le souvenir faux d'avoir été un étudiant d'Erickson dans son bureau. Le film, Le magicien du désert, la vision, la vue répétée de ce film, où à chaque fois j'ai l'impression d'avoir compris davantage de choses, a été très importante. Et puis sinon, bien sûr, tes livres, Antoine, encore récemment, le Que sais-je sur l'hypnose, que j'ai pas encore fini parce que je m'en nourris. Il y a des livres qui nourrissent et que je lis lentement parce que je veux bien les digérer pour pouvoir aussi éventuellement bien m'en démarquer pour certaines choses. Donc la lecture qui différencie, qui aide à préciser ses propres positions. La poésie, les romans aussi, certains romans, pour moi, sont des livres qui me nourrissent pour ma pratique de l'hypnose. L'écume des jours de Boris Vian, c'est un livre qui va me nourrir toute ma vie, parce que ce sont des révélations. Des livres spirituels aussi, certains livres spirituels sont des nourritures au long cours. Certains passages de François Roustan, bien sûr, ou d'autres. Et je continue à chercher, comme je cherche ma nourriture pour m'en nourrir physiologiquement. J'ai besoin de lire pour me nourrir aussi physiologiquement au niveau de mon esprit et aussi de ma vie. Donc les livres, je continue à en chercher. Et je crois que c'est important de chercher les livres, les lectures, les articles, des textes sur Internet ou autres, pour me nourrir. Erickson lisait beaucoup, toute sa vie, il a lu beaucoup, comme si lui aussi cherchait à se nourrir. C'est aussi une recherche, la nourriture de la lecture. Hypnosia apprend la pratique de l'hypnose et de l'auto-hypnose selon des méthodes créatives et de bon sens. Souvenez-vous, comment avez-vous appris à parler ou encore à tenir une cuillère? En observant et en répétant, tout en étant aidé par des grands. Ce principe simple de l'apprentissage est celui que nous suivons, en proposant dans nos programmes des démonstrations pour observer comment font les praticiens experts et des exercices pour que chacun puisse s'entraîner. À Hypnosia, on apprend aussi tous les jours des méthodes pour développer son empathie, son intuition, sa créativité, sa qualité relationnelle, bref, tout ce qui aide pour que la pratique de l'hypnose soit idéale. Les programmes sont menés par une équipe de professionnels de la santé expérimentés, en coordination avec des universitaires pour la base scientifique de la pratique. Rejoignez-nous sur hypnosia.fr pour vivre une expérience qui développera tous vos talents hypnotiques.